Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je pense que si vous êtes arrivé là, c'est pas par hasard. Vous savez qu'on va parler PMA et particulièrement les PMA en France. Donc cette vidéo vient rejoindre la suite de la première que j'avais fait où j'expliquais un petit peu l'accès et les délais pour effectuer une PMA en solo en France. Ouais, je crois que j'ai pas précisé en solo parce qu'on peut faire des PMA à deux, hein, bien entendu. Mais là, voilà, c'est vraiment le fait de vouloir faire un bébé en parentalité solo, donc sans partenaire, que ce soit féminin ou masculin. Et du coup, depuis 2021, en France, on peut effectuer ce parcours. Alors qu'avant, il fallait le faire uniquement en Espagne, en Belgique, etc. Et c'est vrai que moi, donc actuellement, pour ceux qui n'ont pas vu l'autre vidéo, je suis enceinte de 7 mois. Donc du coup, j'ai été bien fatiguée, donc j'ai pas refait une seconde vidéo. Mais là que j'avais un peu de temps et que la fatigue va mieux, je me suis dit, allez, j'en fais une deuxième pour parler des fameux rendez-vous obligatoires avant de pouvoir vraiment en fait accéder et être sûr qu'on va avoir le droit de bénéficier de la PMA solo en France. Voilà. En fait, je dirais que la PMA en France, il y a deux types de parcours. Et en fait, il y a un des deux parcours qui est très long. Le premier parcours, c'est le parcours administratif, donc avec les fameux 3 rendez-vous médicaux obligatoires. Et ensuite, il y a le parcours où effectivement, on va vraiment pouvoir faire les essais pour essayer d'avoir un bébé. Et du coup, c'est vrai que déjà, avant même d'accéder à ce parcours administratif, il y a un délai. Il faut faire une première demande. Voilà, je souhaite bénéficier d'une PMA et attendre qu'on vous donne la date du premier rendez-vous. Et ensuite, on enclenche plusieurs rendez-vous que moi j'appelle du coup tous ces rendez-vous regroupés le parcours administratif. Voilà, c'est comme ça que je l'appelle. Je crois que j'ai déjà vu ce terme aussi sur des forums. C'est la même chose en Espagne, en Belgique, même si je suis pas du tout une pro de ça. Mais voilà, c'est à peu près la même chose, sauf que tous ces rendez-vous à l'étranger se font en 2-3 mois, alors que moi, pour ma part, ça m'a pris 6 mois déjà rien que pour faire ce parcours administratif. Et je crois que les délais augmentent de plus en plus. Mais bon, ça, ce serait un autre sujet d'une autre vidéo. Du coup, j'ai un peu de temps pour faire cette vidéo, mais je vais en profiter pour faire des trucs aussi, donc vous inquiétez pas si vous me voyez me mettre de la crème et tout, parce que au final, quand on est enceinte, il y a plein de choses à faire et le temps passe vite. Alors du coup, j'ai pris des notes aussi. Donc il y a 3 rendez-vous qui sont obligatoires dans ce parcours administratif. Et en fait, moi j'en ai eu 4, voilà. Mais à savoir qu'il y en a que 3 vraiment, 3 personnes à voir obligatoirement. Et moi, j'en ai vu 4, mais j'ai su qu'en fait, cette 4e personne, au niveau légal, en tout cas, c'est pas du tout obligatoire de l'avoir. Du coup, le premier rendez-vous, c'est avec le ou la biologiste. Voilà, c'est le premier rendez-vous qu'on va vous donner. Donc, vous allez appeler, envoyer un mail ou remplir un formulaire auprès d'un sécos qui va ensuite vous dire, voilà, vous allez avoir un rendez-vous dans 6 mois, 7 mois, 8 mois avec un biologiste. Et c'est là que les rendez-vous ensuite s'enchaînent. Donc le rendez-vous biologiste, c'est le premier, c'est la première personne que vous allez voir et à qui vous allez parler de votre projet de parentalité en solo. Donc j'ai pris des petites notes. Ouais, alors qu'est-ce qui va se passer pendant ce rendez-vous? En fait, rien de bien méchant. Je dirais pas il vous questionne, faut pas voir ça, je dirais comme un entretien d'embauche avec une sorte de question-réponse très froide. Oui, bonjour, je m'appelle Coralie, j'ai 29 ans, je voudrais faire un bébé. Voilà, non, je l'ai pas senti comme ça. Je pense que ça peut se passer comme ça dans certains centres. Et aussi, je pense que ça dépend vraiment de votre personnalité. Effectivement, on va forcément vous poser des questions. Bonjour, qui êtes-vous? On va dire à peu près. Si vous dites, je m'appelle Coralie, j'ai 29 ans, et que vous arrêtez là, la personne en face, forcément, va vous poser une autre question. Ok, vous faites quoi dans la vie? Je fais telle profession. Et vous arrêtez là. Donc, et du coup, c'est vrai que je pense que ça peut se passer comme ça, par rapport au stress, de se dire, je sais pas trop quoi répondre, donc je réponds juste aux questions qu'on me pose. Je pense, si je dois donner un conseil, que ce qu'il faut, c'est ouvrir une conversation et pas juste être dans un truc de je réponds aux questions que vous me posez. Je vais m'expliquer. Si par exemple, on dit, qui êtes-vous? Vous pouvez très bien dire, je m'appelle Coralie, j'ai tel âge, j'habite à tel endroit,
je fais telle profession et en fait, je souhaiterais faire une parentalité solo. Et j'ai ce projet dans la tête depuis plusieurs années. Et voyez, et en fait, vous déroulez comme ça. Et vous inquiétez pas, s'ils ont des questions à vous poser, ils vont vous les poser. Donc moi, c'est à peu près comme ça que j'ai fait l'entretien, entre guillemets, si on appelle ça un entretien. Et, euh, et en fait, d'eux-mêmes, voilà, ils vont commencer à vous questionner. Alors, je dirais d'abord, j'ai mis ça en catégorie sur un peu votre environnement familial. Donc, quand j'ai eu fini de parler, par exemple, elle a pu rebondir en me disant vous avez des frères et sœurs. Oui, bah, j'ai mon papa, ma maman, on est une fratrie de 3, je suis l'aînée, etc. Si vous oubliez de dire que vous êtes l'aîné ou la cadette ou le milieu, peu importe, ou vous êtes enfant unique, c'est pas grave. Donc, vous posez la question ah, bah, vous êtes deux, vous êtes l'aîné ou vous êtes le cadet, etc., etc. Donc, la conversation se fait toute seule. Ensuite, donc ouais, familial, est-ce que vos parents sont séparés, est-ce que vous avez toujours vos grands-parents, etc. Mais après, moi, j'ai pas eu le sentiment qu'on m'ait dit vraiment est-ce que vous avez encore vos grands-parents. Vraiment, au moment où en fait ils entament le chapitre, on va dire famille, je trouve que c'est bien de tout dire. En fait, pour moi, le secret, ou en tout cas l'attitude qui est pas mal à adopter, c'est vraiment d'ouvrir sa conversation, d'ouvrir sa vie, et en fait de pas attendre d'avoir une sorte de question-réponse, mais de tout de suite expliquer qui on est, d'où on vient, ce qu'on a vécu, est-ce que nos parents sont séparés, est-ce qu'ils sont encore ensemble, est-ce qu'on a vécu avec un beau-père, une belle-mère, est-ce qu'on a été adopté, enfin j'en sais rien. Racontez votre contexte de vie familiale. Grosso modo, c'est ça. Ensuite, il y a tout ce qui est contexte professionnel. Donc là, ça sert à rien de s'étendre. On va pas vous demander la liste de vos diplômes ou quoi que ce soit. Moi, j'ai juste dit le métier que je faisais et depuis combien de temps j'étais dans cette entreprise. Ça s'est arrêté là. On m'a pas demandé combien je gagnais ou quoi que ce soit. Ça sera dans un autre chapitre, un rendez-vous qui n'est pas obligatoire. Par contre, on demande quand même un petit peu. Il vous demande, où est-ce que vous vivez, mais dans le sens où c'est pas, ils vous le demandent pas comme ça, mais moi j'ai bien senti que c'était ça qu'on attendait de savoir. C'est est-ce que vous avez les capacités pour accueillir un enfant dans votre domicile. On vous demande pas d'avoir un château, d'avoir 4 chambres. Il y a plein de mamans PMA solo qui sont dans des studios, dans des T2 et c'est pas ça qui détermine si vous avez le droit d'avoir un bébé, encore heureux, ou si vous serez une bonne mère, encore heureux. Mais c'est juste penser à ce qu'ils attendent, c'est pas la réponse en soi. C'est pas de savoir si vous avez 4 chambres ou si vous en avez qu'une, c'est de savoir est-ce que vous avez déjà prévu. En fait, ils ont besoin de sentir que vous êtes déjà projeté dans votre vie. Bah oui, en effet, j'ai un appartement avec une chambre dans laquelle je suis et j'ai prévu de diviser la chambre en 2 avec un paravent, ou de m'installer dans le salon et de laisser la chambre à bébé, ou j'ai prévu de déménager, ou autre chose, peu importe. Mais vraiment montrer que vous avez eu une réflexion sur l'accueil de votre enfant et que vous n'allez pas, en gros, le mettre sur le balcon. C'est ça qu'ils attendent, hein. C'est pas quelque chose de... Et bien sûr, personne ne va répondre ça, donc vous allez me dire, bah oui, mais en fait, on peut dire un truc et en fait, que ce soit complètement faux. Bah ouais, mais après, je pense que ça, c'est leur boulot de décerner si les gens sont des mythos ou pas, en fait. Bref. En même temps, quelqu'un qui fait ces démarches-là, franchement, vu le parcours, je pense que c'est rare d'avoir des personnes qui racontent des conneries, quoi. Donc ouais, tout ce qui est logement, mais voilà, j'ai appelé ça logement, mais c'est plus l'accueil de l'enfant. Et puis après, il y a quand même un petit questionnement sur les relations passées. Alors non, je ne lui ai pas fait la liste de mes petits copains de la primaire jusqu'à maintenant. Je pense que par là, ils veulent en fait savoir si vous êtes quelqu'un. En fait, ils s'en fichent aussi. C'est comme pour le logement, mais c'est juste pour voir si vous avez un profil d'une personne qui a été déçue par plusieurs relations et que maintenant, vous en avez marre d'attendre. Je donne un exemple. C'est pas mon cas, par exemple. Vous en avez marre d'attendre et du coup vous voulez vous lancer dans une parentalité solo parce que le désir de maternité prime au désir de la vie de couple, ou est-ce que vous avez jamais eu envie d'être en couple, est-ce que vous avez une longue relation et aujourd'hui vous n'avez pas envie de remettre ça, je ne sais pas, hein, ça c'est vraiment des choses c'est complètement propre à chacun. Voilà, moi pour le coup j'ai parlé que d'une seule relation, la seule relation en fait moi dans ma vie avec qui je me projetais pour avoir un enfant.
Et après, euh, les autres relations, en fait, ça, même si c'est des personnes, par exemple, que j'ai été amoureuse, etc., c'est pas des gens avec qui je me suis projetée pour avoir un bébé. Donc, en fait, ça les regarde pas. C'est comme de leur dire première personne avec qui, par exemple, j'ai perdu ma virginité ou un truc comme ça. En fait, voilà, ils sont pas là pour faire une liste de votre tableau de chasse. Ils s'en foutent, je pense. Hein. C'est que tout ça, c'est mon avis. Hein. Mais plus pour voir un peu qu'est-ce qui vous a fait renoncer au schéma classique. Est-ce que c'est quelque chose d'inné ou est-ce que c'est quelque chose qui a été forcé, par exemple, par le temps aussi vous arrivez à une certaine période de votre vie où on sait que forcément la fertilité de la femme elle décline et du coup bah c'est maintenant que jamais entre guillemets, j'aime pas dire ça mais c'est un peu le cas. Parfois c'est aussi ce genre de parcours. Donc voilà, ils veulent un petit peu savoir tout ça. Sans rentrer dans des gros détails pour vous donner une idée, hein, moi ce rendez-vous biologiste qui a duré 20 minutes, une demi-heure à tout casser et attendez parce qu'il y a encore plein de choses qui sont abordées. Donc c'est juste pour montrer que sur 20 minutes, 30 minutes, déjà rien que ça, c'est fait en 5-10 minutes, 5-8 minutes je dirais. Parce qu'après, bah, c'est aussi le biologiste qui va vous parler et qui là va vous donner des explications sur le don de sperme, donc comment ça fonctionne, quels sont les donneurs acceptés, refusés, quels tests on fait sur eux, etc. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur comment se passe le don de sperme en France, n'hésitez pas à me dire en commentaire et je pourrais éventuellement en faire une quand j'aurai un peu de temps. Sur aussi tout ce qui est votre souhait d'avoir un donneur anonyme ou non anonyme. Donc, parenthèse, mars 2025, ce sera que des non anonymes. Et avant, c'était anonyme. Mais pareil, ça serait trop long de rentrer dans les détails sur cette vidéo. Donc, si vous voulez, je pense que ce serait mieux de faire une vidéo sur le don de sperme en France et les évolutions liées aux nouvelles lois. Et ensuite, on va vous demander si vous voulez une filiation génétique. Je crois qu'on appelle ça comme ça, je suis pas sûre. Il faudrait que je trouve le nom exact. Mais en gros, c'est savoir si vous voulez un donneur qui vous ressemble ou pas. Ça, c'est une question aussi qui est propre à chacun. Ils veulent juste être sûrs de votre choix. En fait, j'explique brièvement, mais encore une fois, il y a beaucoup de donneurs qui ont exactement le même profil, c'est-à-dire caucasiens. Donc, il n'y a pas beaucoup de donneurs asiatiques, africains, caribéens, etc., etc. Ce qui fait que si vous voulez un donneur qui vous ressemble pour que votre enfant, en fait, le mélange des deux fasse que votre enfant ait beaucoup de traits à vous, mais encore une fois, tout ça, c'est tellement... On ne peut pas prévoir, hein, même quand on est en couple avec quelqu'un, on ne peut pas trop prévoir les deux en sortant. Mais vous pouvez avoir une personne qui vous ressemble, ce que je peux comprendre, par exemple, si vous êtes noir de peau et que vous prenez un donneur, on va dire, caucasien, ce qu'il y a le plus, noir et blanc, ça fait métis, ça donne un enfant qui est comme moi. Si vous voulez un enfant qui est noir comme vous parce que vous êtes noir, bah faut prendre un donneur noir. Et c'est à ce moment-là qu'on le spécifie ou pas. Voilà, grosso modo. Mais par contre, je pourrais faire une vidéo là-dessus. Sachant que il y a peu de donneurs autres que caucasiens, puisque c'est ce qu'il y a le plus en France, on habite en Europe, hein, forcément. Et du coup, enfin non, c'est pas forcément ce qu'il y a le plus d'ailleurs, mais en tout cas, c'est le type de profil qu'il y a le plus dans les dons de sperme. Et du coup, bah en fait, si par exemple j'aurais dit, bah moi je voudrais un donneur type asiatique, déjà je sais pas s'il dirait oui, parce que du coup ça n'a rien à voir avec moi, mais admettons. Je pense qu'il aurait fallu attendre peut-être un an et demi supplémentaire de délai pour avoir accès à ce don de sperme si rare. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup... j'avais lu un article d'un couple de femmes, donc c'était pas une PMA solo, c'était une PMA en couple, deux femmes qui étaient ensemble, les deux étaient noires et en fait... elles voulaient, enfin je sais pas ce qu'elles voulaient, mais en tout cas elles ont choisi un donneur caucasien parce que, à mon avis, une des deux était peut-être un âge où la fertilité était bien entamée et qu'elle ne pouvait pas se permettre d'attendre 1 an et demi ou 2 ans supplémentaires d'avoir un donneur noir. Voilà, un exemple. Donc, on vous pose ça aussi comme question. Et après, la biologiste aborde légèrement le sujet de l'insémination en soi.
ou de la fécondation in vitro, parce qu'il y a plusieurs façons de faire une PMA. Mais je trouve qu'elle l'aborde, enfin moi, elle l'a vraiment survolé. Elle m'a dit, tout ce chapitre, vous allez vraiment le voir dans votre rendez-vous avec le gynécologue. Et puis après, elle vous fait tout un questionnaire sur vous, génétique, santé, et sur votre famille. Voilà, est-ce que vous avez du diabète, est-ce que vous avez de l'hypertension, vous ou des personnes de votre famille, pour que justement, quand ils choisissent le donneur, il n'y ait pas on va pas, si vous êtes diabétique, on va pas vous donner un donneur diabétique pour augmenter le gène du diabète à votre enfant. Voilà. C'est pour ça, je pense qu'on pose toutes ces questions. Santé, génétique, et après, elle vous explique la suite du parcours administratif. Donc la suite, normalement, ça se compose de 2 autres rendez-vous. Le rendez-vous avec le psychologue, le rendez-vous avec la gynéco, et peut-être un autre rendez-vous avec un psy. En général, il y a 2 rendez-vous psy. Un pour vous rencontrer et un pour confirmer. Et ensuite, tout ce petit monde se réunit et vous donne l'accord ou pas. Donc, j'ai déjà parlé des 2 rendez-vous, des 2 autres personnes qu'il faut voir avant d'avoir l'acceptation du dossier. Donc après, il y a le rendez-vous avec le psychologue. Alors celui-là, il est très controversé, craint. Ouais. Il y a des psys plus cool que d'autres, apparemment. Je pourrais pas vous dire s'il y a des psys méchants, parce que je sais pas. J'ai eu une psy qui était très sympathique, mais qui était... elle était là pour forcément vous poser les questions pour savoir si vous êtes sûr de votre décision. Enfin, on parle de faire un enfant, on parle pas d'aller faire des courses, quoi. Donc ça me paraît moins justifié de poser certaines questions sans rentrer non plus dans le jugement ou que ça donne lieu à des interprétations, etc. Après, malheureusement, la psychologie, c'est tellement abstrait qu'effectivement, d'une psy à une autre ou d'une personne à une autre, il y a quand même, je pense, une grosse part de ressenti qui malheureusement doit desservir parfois certains parcours, enfin c'est même sûr, sur la patiente qui n'est pas idéale, que ce soit dans ses relations amoureuses passées, etc., ou dans son âge, ou dans sa situation. Peut-être que des fois, il juge par rapport à ça. Je pourrais pas trop vous dire. Moi, j'ai trouvé, pour vous redonner un peu le contexte de quoi on a parlé avec la psychologue, c'est exactement la même première partie qu'avec la biologiste, donc tout ce qui était ma famille, mon entourage, ma vie professionnelle, comment j'allais accueillir un enfant là où je vis actuellement, les relations passées. Mais voilà, encore une fois, vous voyez, je vais pas raconter à la psy des détails. Il y a eu une année, j'ai eu des relations avec des hauts et des bas, ça a crié dans tous les sens. Enfin voilà, à un moment donné, il faut savoir aussi savoir ce qui peut être utile ou pas et faire le tri et pas déballer toute sa vie, je pense. Voilà. Donc les relations passées. Et puis là, après, elle insiste beaucoup sur comment vous allez expliquer votre choix à votre enfant, quand est-ce que vous comptez lui dire, comment vous comptez lui dire, qui est là autour de vous, beaucoup, l'entourage. Est-ce que en fait, ils veulent vérifier que vous ne soyez pas isolé, que vous pouvez avoir du relais, que vous pouvez avoir des épaules sur lesquelles vous appuyez, étant donné que vous n'avez pas de conjoint. Si demain vous êtes hospitalisé pendant... c'est vrai, ça peut arriver, hein, et c'est légitime, moi je trouve, de poser ces questions. Si demain vous êtes hospitalisé pendant 15 jours, pour X ou Y raison, je touche du bois, mais qui va s'occuper de votre enfant? Parce qu'on part du principe que si vous êtes en couple, c'est le conjoint qui va s'en occuper. Mais je suis d'accord avec vous, je vois des gens qui vont rebondir sans doute en disant bah oui, mais si les 2 conjoints sont hospitalisés en même temps, c'est vrai, personne va leur demander quand ils vont être dans leur lit en train d'essayer d'avoir un bébé. Alors, comment vous allez faire si demain vous êtes hospitalisés tous les deux en même temps? Qui va garder vos enfants? Mais voilà, c'est juste, en même temps, il faut bien des process, il faut bien des process pour pour faire ce genre de choses. Donc je pense qu'ils ont pris aussi ce qui se faisait ailleurs, dans d'autres pays, j'imagine. Ils n'ont pas pondu ça comme ça en France. Je pense qu'ils ont regardé aussi comment ça se pratiquait ailleurs. Et du coup, c'est ce genre de questions-là. Ou si demain, malheureusement, pareil, je touche du bois, je meurs, qui s'occupera de mon enfant?
quelles sont les dispositions que j'ai pu mettre en place, etc. Donc tout ça, c'est vrai que toutes ces questions-là, elles arrivent comme une vague, ou si on ne s'était pas préparé, on peut bégayer, et du coup je pense que c'est là que le psy peut se dire ah oui, cette nana-là, elle n'est pas forcément prête. Alors que pas du tout, enfin, c'est comme je dis, quand on est en train de faire un bébé sous une couette ou quoi, personne ne vous pose ces questions. Mais je trouve que c'est rassurant pour un psy de se dire que la personne à qui on va donner quand même cette grande responsabilité de devenir parent, qu'elle ait la tête sur les épaules. Je pense que c'est juste ça qu'ils attendent. Et c'est vrai que, enfin, moi, c'est des questions. En fait, j'ai rien lu. Il y a des gens, voilà, qui vont regarder la vidéo comme je fais. Je vous assure que j'ai jamais regardé que va me poser comme question la psy. J'y suis toujours allée au feeling. Et en fait, j'avais toujours réponse à tout. Parce que ça faisait tellement longtemps aussi que je me projetais en maman solo que du coup, je sais où je veux aller. Voilà, par exemple, les modes de garde. Ok, vous travaillez, vous finissez à 19h, comment vous allez garder, enfin, comment vous allez récupérer votre enfant. Et en fait, moi, c'est des choses comme ça. Même avant d'entamer les démarches, quand je déménageais dans un endroit, je regardais les crèches, je regardais à quelle heure elles fermaient, je vous jure. Et du coup, et j'organisais déjà ma vie. Enfin, c'est pas que j'organisais ma vie, mais je me disais, ah ouais, putain, ici, dans mon ancienne ville où j'habitais, ça fermait à 18h. Et j'avais regardé comme ça par curiosité, je m'étais dit, purée, je finis le boulot à 19, j'ai 1h30 de route, chez moi il est 20h30. Si demain je voudrais faire un enfant en PMA solo, il faudra, si je reste habiter ici, il faudra que je trouve une solution pour 18h, 20h30. Et je pense que c'est toutes ces choses-là, cette logistique-là, cette anticipation qu'ils attendent dans vos réponses. Voilà. Et oui, et très entouré. Et les références aussi. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de psy, j'ai déjà lu ça, qui demandaient apparemment est-ce qu'il y a des références masculines dans l'entourage, bah, oncle, grand-père, meilleur ami, ce genre de choses. Moi, j'ai pas eu ça. Ils ont demandé si elle allait être entourée, mais ils n'ont pas spécifié par le sexe opposé au mien. J'ai pas eu ça, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont. Donc voilà, donc ça c'est le deuxième rendez-vous. Donc je l'ai vu une fois, ça s'est très bien passé, et ensuite je l'ai revu une deuxième fois. Donc la première fois ça a duré peut-être un quart d'heure. Elle reparle aussi du don de sperme, enfin alors après ça dépend des psys je pense, mais celle-ci en l'occurrence travaillait déjà avec des enfants nés de dons de sperme à l'étranger, avec des mères en parcours à l'étranger avant que la loi soit faite en France, enfin passe. Du coup, ce qui était chouette, c'est qu'elle me disait, moi j'ai 20 ans de recul sur comment vivent les enfants issus de ce mode de procréation et dans ce système familial. Donc du coup, elle était très bienveillante aussi en me disant, si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas. Et au final, ce que je lui ai raconté, la manière dont j'allais raconter son histoire à mon enfant, à quel moment, etc., elle était 100% d'accord avec moi. Donc je peux vous dire, en 15 minutes, je suis sortie. Et le deuxième rendez-vous, je suis rentrée, elle m'a dit bon, bah, tout s'était bien passé la dernière fois, donc bah, c'est juste pour vous confirmer. Je suis sortie au bout de 3 minutes, montre en main. Je m'étais dit, oh là là, le deuxième et tout, j'étais un peu plus angoissée. Bah, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit, bah, je suis sortie, elle m'a dit, bah déjà. Donc ça, c'était le rendez-vous psy, et après, le rendez-vous gynéco, le dernier. Donc le rendez-vous gynéco, je vais ouvrir un petit peu plus, j'ai fait des petits bodys pour les baby. Le rendez-vous gynéco n'est pas du tout axé sur tout ce qui est entourage familial, tout ça. Même, enfin, en tout cas, pour ma part, hein, c'est mon expérience encore une fois. Hein, c'est pas une généralité ce que je dis, je sais pas comment ça se passe. J'ai pas fait tous les sécos de France, hein, vous vous doutez bien. Mais du coup, la gynéco, c'était vraiment médecine médicale pure, quoi. Elle voulait tous mes examens, voir si on faisait une insémination ou une FIV. Si on fait l'insémination, est-ce que c'est avec stimulation ou sans stimulation, un schéma qui explique grosso modo comment ça marche, et ensuite des ordonnances. Des ordonnances et la procédure pour le faire. Voilà. Et c'est tout. Enfin, elle vous demande aussi si vous avez eu des précédentes grossesses. C'est beaucoup trop mignon. C'est trop mignon. Regardez comme c'est trop mignon. J'ai eu
c'est sur Vinted. C'est trop mignon, c'est trop beau, mon grand amour, c'est trop mignon. Ouais, non, c'est vraiment très axé sur la procédure de PMA, vos résultats médicaux et déterminer ensemble comment ça va se passer. Moi, pour le coup, ça a été une insémination artificielle sans stimulation. On en a le droit à 6. Donc, elle m'avait dit qu'on en ferait 3 sans stimulation. On se reverrait si la troisième a été négative pour voir si on faisait une stimulation pour les 3 derniers essais. Et après, vous pouvez éventuellement passer en FIV au besoin. Mais je crois qu'il y a des gens qui s'arrêtent à l'IAD et qui n'ont pas accès à la FIV. Mais ça, il faudrait que je me renseigne, je ne sais pas. En tout cas, moi, ça a marché la troisième. Donc, du coup, j'ai pas eu mon autre rendez-vous avec la gynéco. Et c'est beaucoup trop mignon, ça aussi. Samsung. Oh, comme la chambre. C'est trop mignon. Et voilà, je crois que c'est tout. Gynéco, ouais, c'était ça. Ah oui, et du coup, ensuite, vous revoyez la biologiste. Et enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Je sais qu'il y en a qui reçoivent des courriers pour qu'on leur dise si c'est accepté ou pas. Oui ou non. Moi, du coup, j'ai vu la gynéco. Après, j'avais un autre rendez-vous avec la biologiste et c'est là qu'elle m'a dit c'est bon, on valide, signez juste le consentement et après, on démarre les essais. Et là, le parcours administratif est enfin derrière soi. Donc, ça, c'est chouette. Et puis, alors, 2 petites précisions. Il y a un autre rendez-vous qui est en dehors de l'hôpital qui doit être fait impérativement, justement, avant de démarrer les essais. C'est le rendez-vous chez le notaire pour donner votre consentement à la PMA. Ça se fait aussi pour les personnes qui font une PMA en étant en couple et tout, qui ont des problèmes de fertilité. Voilà. C'est juste pour qu'on reconnaisse déjà votre filiation à l'enfant, même si biologiquement ce sera le vôtre, sauf si vous faites des doubles dons. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais c'est surtout pour dire que, en gros, grosso modo, mais encore une fois, j'espère que ces choses-là n'arrivent pas. C'est pour que vous ne disiez pas à la naissance faut que le donneur il reconnaisse l'enfant. Ah non, en fait, il n'y a pas de lien de filiation. Le donneur ne peut pas reconnaître cet enfant. Donc c'est juste pour dire devant le notaire que vous avez bien toute votre tête et que vous comprenez ce que vous êtes en train de faire. Donc il faut ramener ce papier du notaire. Donc moi je l'ai ramené au rendez-vous biologiste qui m'a confirmé que j'étais bien acceptée pour le parcours. Et il fallait vraiment le ramener ce jour-là. Donc il faut aussi anticiper ce rendez-vous-là. Le petit lapin, c'est trop chou. Moi j'aime les couleurs alors. Mais bon, c'est quand même trop chou. Donc voilà. Ah oui, et donc ça c'est vraiment ce qui est obligatoire. Et moi j'ai eu un autre rendez-vous. Et c'est la psy qui m'a dit que on vous a dit que c'était obligatoire, mais ça l'est pas. En tout cas, c'est pas dans les textes de loi, mais je sais qu'il y a des mamans que je connais qui sont dans le même psychose que celui où j'ai été et qui ont eu aussi ce rendez-vous. Donc en fait, on vous l'annonce au moment du premier, on vous dit vous allez voir le psy, la gynéco et vous allez voir une assistante sociale. Donc présenté comme ça, on se dit tout est obligatoire, mais bon à savoir, note pour plus tard, le rendez-vous assistante sociale n'est vraiment pas obligatoire dans le parcours. Voilà, c'est pas quelque chose de. Autant vous pouvez pas accéder si vous voyez pas le psy, le gynéco et le biologiste, autant si vous voyez pas l'assistante sociale, c'est pas dans la loi, c'est pas écrit dans la loi. Mais je trouve qu'ils l'ont un peu fait passer comme ça. Peut-être, je pense, c'est mon point de vue, mais ça se trouve c'est complètement faux, c'est mon ressenti. Étant donné que j'étais assez jeune, peut-être qu'ils ont voulu me faire voir l'assistante sociale pour être sûr que j'avais une bonne situation. Voilà, donc bon, mais au final, l'assistante sociale ça a duré 5 minutes. Elle m'a reposé, alors elle m'a posé les mêmes questions, mais pas sur les relations de couple et pas sur mon entourage familial. Un petit peu, mais vraiment, elle a plus axé sur le côté logement, le côté professionnel, et puis en fait, au final, c'est pas plus mal, je trouve, pour certaines mamans, parce que, et même pour moi, mais bon, comme ça, tu le sais tout de suite, mais en fait, encore une fois, je me projetais depuis longtemps, donc moi, je connaissais déjà les aides de la CAF, etc. Donc voilà, elle vous présente les aides auxquelles vous avez le droit, etc. Machin. Donc moi, je la regardais, je disais, oui, j'ai le droit à ça, ça, ça. Ah, vous savez, oui, je sais. Bon, voilà. Grosso modo, ils servent à ça le rendez-vous assistante sociale, et j'hésitais à le dire dans cette vidéo, mais on est là pour être en toute transparence. Je trouve ça très intrusif. Mais on m'a demandé mes fiches de paye. On m'a demandé mon contrat de travail, on m'a demandé les 3 dernières fiches de paye. Bon, je m'en fous, hein, mais
disons que ce que je comprends pas, c'est pourquoi. Genre, si tu gagnes plus, t'es une meilleure mère. En fait, je comprends pas quoi. Est-ce que ça joue dans la décision? Alors apparemment, l'assistante sociale n'est pas là au moment de la prise de décision, puisque c'est pas un rendez-vous qui est dans le truc, dans le cadre légal. Mais alors à ce moment-là, pourquoi le faire? Et à la limite, si c'était juste un rendez-vous, regardez comme c'est trop mignon, avec une assistante sociale qui vous présente les différentes aides auxquelles vous pouvez avoir le droit en tant que mère célibataire, etc., je trouve ça d'une bienveillance extrême et je l'encouragerais. Mais ce côté d'avoir demandé de venir en rendez-vous avec les 3 dernières fiches de paye et le contrat de travail, moi je me pose toujours la question à quoi ça lui a servi. Elle a même pas fait de photocopie, elle a juste regardé le montant en bas. Et ce que je trouve vraiment. Alors je suis pas sûre que ça pèse dans la décision. Mais peut-être que. Après, je me dis peut-être que quelqu'un qui gagne 400 € parce qu'il a mi-temps, je dis pas qu'il peut pas avoir d'enfant, mais peut-être que là, il se pose des questions, mais du coup, ça voudrait dire qu'il y a quand même des seuils. Enfin, je trouve ça assez bizarre. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais je trouve ça très intrusif et très. Tu pourrais le prendre pour quelque chose de discriminant, alors que pourtant, je suis quasiment sûre que ça prend. Ça tient pas. Ça prend pas. Comment. J'ai pas le mot. Ça rentre pas en ligne de compte. Je pense pas que ça rentre en ligne de compte, vraiment. Parce que sinon, ils prendraient des photocopies pour la commission et tout. Mais c'est quand même c'est assez gênant. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon voilà, cette vidéo était super longue, une demi-heure. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que ça aura aidé certaines personnes qui se posent des questions sur comment se passe. Je vous montre le dernier body avant de partir sur un petit lapin aussi. Il est trop trop chou, trop mignon. Ah oui, 7 mois, il est peut-être temps de commencer. J'ai quasiment tout ce qu'il faut. Là, j'attendais ce petit colis et vu qu'on est en plein mois de mai avec plein de jours fériés, tous mes colis sont hyper à la bourre. C'est archi relou. Voilà. Si jamais vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé, toujours avec beaucoup de bienveillance. Laissez-moi un petit j'aime et abonnez-vous si vous voulez. Voilà, ça me fait toujours un petit plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Profitez du week-end. C'est le week-end de Ascension, je sais pas quoi. Il fait super beau, super chaud. Je suis en t-shirt et toute la semaine prochaine, il pleut. Voilà, donc profitez. À bientôt.